Bon, ben pour ceux qui assistent présentement ou qui vont l'écouter par la suite, ça s'appelle un chercheur du GÉRAD vous parle. Donc, j'ai vraiment décidé de m'inspirer de ce titre-là, puis de vraiment faire une présentation où je vous partage un peu là, le gros changement là, qu'il y a eu dans ma recherche il y a 5-6 ans, où j'ai pris un angle vraiment là, très, très aligné vers la multidisciplinarité, puis de faire de la recherche comme statisticien, mais pas nécessairement afin de publier des articles dans des revues de statistiques. C'est ça. Donc, ceux qui vont visionner ce séminaire-là là, afin de voir des preuves de théorème sur des convergences asymptotiques d'estimateurs vont être foncièrement déçus. Donc, j'ai fait ça vraiment très appliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais vous expliquer, là, je vais faire un peu la genèse là, de qu'est-ce qui fait qu'un prof de stats va finalement faire un changement aussi important là, pendant une assez longue période de temps, là, sur un horizon de plusieurs années. Expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'expérience utilisateur. Vous parlez du Tech 3 Lab, le laboratoire de recherche en expérience utilisateur, dont je suis un des co-directeurs. Montrer quelques projets de recherche récents et je vais finir avec une réflexion sur la recherche en statistique appliquée. Donc, je voulais expliquer qu'est-ce qui mène à un changement du genre, parce que souvent les gens arrivent, ils parlent de leur équipe de recherche, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se ramassent dans une équipe de recherche? Il y a quelque chose qu'on a à HEC Montréal, ça s'appelle des ateliers qui sont vraiment spécialisés, destinés principalement aux nouveaux professeurs. Et pour moi, les ateliers, c'était vraiment quelque chose qui a eu un gros impact sur ma carrière de chercheur, parce que ça m'a permis de connaître un paquet de professeurs de départements différents, comptabilité, ressources humaines, marketing, etc. Et donc, il y avait différents ateliers d'intégration, ateliers de pédagogie, ateliers de rédaction d'articles. Et ça, c'était l'atelier en 2007, l'atelier de rédaction d'articles. C'était vraiment un de mes premiers reality checks, de voir comment mes collègues dans d'autres spécialisations utilisaient la statistique, l'analyse des données, etc. Puis, entre autres, parmi les participants à l'atelier, il y avait un collègue en marketing qui est maintenant un ami, Sylvain Sénécal. Et c'est là que notre collaboration a commencé, tout simplement parce que j'ai lu son article, il y avait une bonne part d'analyse de données. Étant en stats, j'y ai partagé mes commentaires. C'est là que il a commencé une collaboration, des collaborations ponctuelles avec lui sur quelques années. Et en tant que prof de stats dans une école de gestion, honnêtement, ces collaborations-là, je ne les fais pas pour être co-auteur. Je pense que même dans toutes ces collaborations-là, il y a juste une fois que j'ai été co-auteur. Un genre de c'est recherche / rayonnement interne / pédagogie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer une relation là, par rapport à la recherche bidisciplinaire, là, stats et surtout marketing avec Sylvain. Et il y avait un autre atelier, puis cet atelier-là a eu un impact énorme sur les 10 dernières années, où c'était un atelier de recherche multidisciplinaire. Donc, il fallait faire des projets d'articles avec des profs de départements différents. Et moi, j'ai commencé cet atelier-là avec Sylvain Sénécal en marketing et Pierre Majoric-Léger en technologie de l'information. Ces deux profs-là étaient en train d'obtenir une subvention importante pour créer le Tech 3 Lab. Et là, j'ai collaboré avec eux sur un des tout premiers projets de recherche du Tech 3 Lab. Et on a eu vraiment du fun à travailler ensemble, ce qui a fait que quand le Tech 3 Lab a ouvert l'année suivante, rapidement, là, j'étais après Sylvain et Pierre Majoric, j'étais le prof qui était le plus impliqué dans les différents projets de recherche, ce qui a fait que je suis devenu, quelques années plus tard, co-directeur du Tech 3 Lab avec eux.
Et c'est là que là, le Tech 3 Lab a grossi rapidement. Il est arrivé tout plein d'opportunités. Le Tech 3 Lab fait de la recherche en expérience utilisateur, mais utilise beaucoup, puis je vais en parler beaucoup dans la prochaine heure, des mesures neurophysiologiques. Il y avait un paquet de trucs intéressants à faire. Mon expertise en statistique aidait beaucoup là-dedans. Et ça amenait à des idées de recherche, des projets de recherche. Et bang, en 2017, j'ai obtenu une subvention importante là, du CRSNG RDC en partenariat avec des partenaires industriels. Et c'est là que, là, mais à partir de ce moment-là, 100% ou presque de ma recherche était consacrée au Tech 3 Lab. Là, à ce moment-là, moi, j'étais un prof là, qui était habitué de gérer des fonds de recherche de 20-30 000 par année, puis cette subvention-là était de 700 000 par année. Ça a amené quand même un gros changement là, dans mon quotidien en tant que chercheur. Donc, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Juste prendre peut-être un petit 5 minutes là, pour vous faire comprendre là, un petit peu ce que c'est, puis pour après vous parler du Tech 3 Lab. L'expérience utilisateur, peut-être que les gens sont un peu plus familiers avec l'expérience client, où ça, c'est vraiment propre au marketing, où on a un client dans un magasin, puis on tente de mesurer l'expérience du client durant le processus d'achat. L'expérience utilisateur, là, c'est un petit peu plus à la frontière des technologies de l'information et du marketing, où on tente de mesurer l'expérience d'un utilisateur d'une interface. L'interface, ça peut être un site web, une application, un logiciel. Dans mes exemples, je vais toujours parler de logiciel, mais gardons en tête que ça peut être autre chose aussi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, justement, encore une fois, moi qui aime beaucoup la multidisciplinarité, j'ai commencé à donner des cours en co-teaching avec Sylvain Sénécal, où on était deux profs, un prof de stats, un prof de marketing, on se partageait les crédits, on donnait un cours de web analytique, et ça m'a fasciné, ce domaine-là. Il y avait de la donnée super intéressante en web analytique, c'est-à-dire quand quelqu'un par exemple, va sur un site web, on a plein d'informations qui est collectées, d'où la personne vient, comment elle a trouvé le site web, combien de secondes elle a passé sur chaque page, etc., etc. Donc, ça nous donne beaucoup d'informations sur ce que la personne fait sur le site. Puis une richesse, ce qui est le fun, c'est que si le site web est populaire, on a des centaines de milliers d'observations. Et contrairement à l'expérience client où on est dans un magasin, là, on a de l'information sur un client qui n'achète pas. Quelqu'un rentre en magasin, ne trouve pas ce qu'il veut, sort, c'est très difficile d'aller chercher de l'information avec ça. Quelqu'un arrive sur un site web, magasine, met un item dans le panier d'achat, quand il voit les coûts de livraison, il quitte. La personne n'a pas acheté, mais on a beaucoup d'informations. Et pourquoi je montre cette image-là, c'est que, souvent, quand on construit un site web, on a comme un chemin qu'on s'attend que les gens vont prendre. Mais finalement, on se rend compte que les utilisateurs, ils ne prennent pas du tout le chemin qu'on a voulu. Donc, il faut tenter de comprendre pourquoi. Donc, c'est là que mon intérêt pour l'expérience utilisateur ou avec des mesures neurophysiologiques, c'était, OK, on voit ce que les gens font, mais on ne voit pas pourquoi ils font ça. Puis, j'aime aussi beaucoup cette image-là. Vous allez voir, j'ai des très belles slides des fois. Ça, c'est quand j'ai volé des slides à des collègues en marketing et en TI. Quand j'ai des slides moins belles, là, c'est moi qui les ai faites. On voit quelqu'un ici là, qui marche là, dans la neige. Là, on voit ce que la personne a fait, mais on n'a pas l'émotion derrière. Est-ce que la personne se dit, il fait beau soleil, c'est la plus belle journée de toute ma vie? Ou en fait, la personne a fait ses pas là en plein milieu de la nuit, il faisait moins 25 et avait peur de mourir gelé. Donc, c'est ce que j'aime, l'idée de l'expérience utilisateur avec des mesures neurophysiologiques, c'est d'utiliser un paquet de signaux qui existent afin d'aller comprendre l'émotion derrière les gestes qui sont posés pendant une navigation. Okay? Donc, l'expérience utilisateur, le cas typique, c'est quelqu'un vient dans un laboratoire, on lui demande d'essayer un site web, il y a une assistante qui est là pour la guider durant le processus. La personne a un certain temps pour accomplir une tâche précise. Puis après ça, on mesure l'expérience de l'utilisateur avec un paquet de questions. Puis là, si la personne nous répond, au niveau de la facilité à utiliser le site, je me donne une note de 3 sur 5.
ça manque pas mal d'informations. Ça veut dire quoi le 3 sur 5? C'est 1 sur 5, mais je comprends que c'est vous autres qui avez développé ce site web-là, fait que j'ose pas dire 1, je vais dire 3. C'était 5 sur 5 tout le long, sauf entre la 8e et la 9e minute, là, j'étais tout perdu sur tel aspect, fait que ça a baissé ma note. On a un peu d'informations, mais ça manque beaucoup de temporalité, puis ça manque aussi beaucoup d'informations sur à quel moment la charge cognitive était élevée, à quel moment la personne appréciait son processus de navigation, etc. Donc, c'est ça la clé de ce qu'on fait au Tech3 Lab, puis la clé d'utiliser des mesures neurophysiologiques en expérience utilisateur, c'est d'aller chercher dans la boîte noire de la personne un paquet de mesures, comme par exemple les mouvements des muscles faciaux, cognitivement, qu'est-ce qui va se passer, le mouvement des yeux, des choses comme ça. Donc, ce qu'on fait maintenant, donc ça, c'est un exemple d'une collecte qui est en UX, mais à l'intérieur du Tech3 Lab, où on va capter des signaux neurophysiologiques. Donc, par exemple, vous voyez ici, la personne a un casque EEG, ce qui nous permet de mesurer l'activité cérébrale, de mesurer surtout la charge cognitive. On peut avoir un oculomètre qui va nous permettre de mesurer le mouvement des yeux, de savoir qu'est-ce qui a été regardé sur chacune des pages web, combien de temps qu'elle a passé à tel endroit. Cet item-là qu'elle devait absolument voir pour accomplir la tâche, elle ne l'a même pas regardé, pourquoi ça n'a pas attiré son regard, etc. Et aussi, on va avoir une webcam qui va capter les muscles, les mouvements dans les muscles faciaux. On peut aussi utiliser des capteurs pour mesurer le rythme cardiaque, des senseurs dans la main pour mesurer la sudation, pour mesurer le stress. Donc, ça, c'est un paquet de signaux neurophysiologiques qui sont disponibles pour nous au Tech3 Lab. Donc, ça nous permet c'est ce qu'on fait au Tech3 Lab, c'est ce qu'on fait aussi beaucoup avec notre cher industriel en expérience utilisateur. On va aider les designers à prendre des décisions. On peut auto-adapter des interfaces. Donc, un paquet de valeurs ajoutées qu'on peut faire grâce aux mesures neurophysiologiques. Donc, le Tech3 Lab, ça ressemble à ça. On a un paquet de salles différentes, mais bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on va avoir, par exemple, une assistante et qui va avoir un paquet d'ordinateurs parce que les différents signaux un paquet de signaux différents sont mesurés. Et de l'autre côté, dans une salle où, évidemment, le sujet qui vient ne voit pas l'assistante. Ça, je me rappelle, je pense que la photo a été prise, c'était une collecte on mesurait une application pour des jardins. Donc, on a le sujet qui est là, il utilise un téléphone avec une application mobile. On a un oculomètre qui capte le mouvement des yeux, la webcam qui va prendre en note les mouvements des muscles du visage et sûrement aussi la personne avait des senseurs pour la sudation ou pour mesurer le rythme cardiaque. Donc, on a un paquet de salles qui ressemble à ça au Tech3 Lab. On a aussi des salles qu'on adapte, des salles multi-purpose room. Donc, des fois, si on fait un partenariat pour une compagnie de jeux vidéo, ça va ressembler à ça. D'autres fois, ça va quand même ressembler à un salon si on fait, par exemple, je ne sais pas, une collecte pour Vidéotron où on va évaluer leur interface hélico. Des fois, ça a été transformé en storage ou pour une entreprise, on a reproduit un entrepôt pour évaluer une application destinée aux employés pour les aider à trouver les choses en inventaire. Donc, vite, à quoi ça ressemble là, les 2-3 signaux là, les plus utilisés? Le plus facile à utiliser et aussi quand même le moins précis, c'est pas qu'il est imprécis, il y en a d'autres qui sont plus précis. Lui, il va prendre quand même des mesures à une fréquence de 15-20 Hz, donc 15 à 20 mesures par seconde. Et ça va capter les différents mouvements faciaux puis inférer des émotions. Donc, là, évidemment, là, c'est pour l'exemple. La réaction émotive est un petit peu exagérée, mais donc, dans un cas comme ça,
le logiciel est capable vraiment d'inférer que parmi les 7 classes d'émotions distinctes qu'on est capable de quantifier, celle qui domine, c'est vraiment l'émotion happy, de par les muscles, le positionnement des muscles faciaux. Puis plus tard dans la navigation, c'est ça qui est très pratique, c'est que là, pendant toute cette navigation-là, ben là, on sait à quel moment l'émotion était négative. C'était à 30 secondes précisément. Puis là, on peut revoir dans le processus de navigation puis voir que cette émotion-là a été causée par, je ne sais pas, les coûts de livraison élevés, par exemple. Donc, ça, c'est un de nos principaux outils ou signaux neurophysiologiques. Le eye tracker, le kilomètre est aussi très, très utile. Donc, la première chose qu'on pense, évidemment, c'est on est capable de voir ce que la personne regarde sur l'écran, mais aussi, on peut avoir, avec la dilatation de la pupille, quand on n'utilise pas le EEG, on peut avoir une mesure de la charge cognitive. Ça, c'est moins connu, ça fonctionne vraiment bien. Le kilomètre est capable de mesurer en millimètres la dilatation de la pupille et ça nous permet de voir, si on demande à quelqu'un, on fait un calcul mathématique simple versus un calcul mathématique plus complexe, il y a de fortes chances qu'on voit une différence au niveau de la dilatation de la pupille. Donc, ça aussi, ça nous aide à aller inférer à quel moment l'utilisateur avait une charge cognitive plus élevée. Donc, le Tech3 Lab, on l'a ouvert, c'est ça, là, il y a un petit peu moins que 10 ans, mais on a vraiment grossi depuis ce temps-là. Donc, quand on a ouvert le Tech3 Lab, on avait comme 2 salles sur un étage à Louis-Collin. C'est l'immeuble juste à côté de la garderie le CPE des HEC. Maintenant, on occupe le building au complet avec 6 salles de collecte, des bureaux pour les 4 principaux profs impliqués, des bureaux pour nos employés, nos étudiants gradués, etc. On a aussi 2 bureaux au pavillon principal des HEC. Et avec le nouveau building au centre-ville qui va ouvrir, on va avoir à la fin de l'année 5 nouvelles salles. Donc, le Tech3 Lab, là, vraiment, ça a pris beaucoup. C'est rendu gros. Je reviendrai plus tard. Par moment, gérer un gros centre de recherche comme ça, là, je suis sûr qu'Olivier pourra en témoigner aussi, ou Gérald, là, ça peut devenir chronophage. Donc, on est 4 profs impliqués. Puis là, maintenant, avec les belles subventions qu'on a obtenues, on a une dizaine d'employés à temps plein, une dizaine d'employés à temps partiel. Donc, beaucoup d'employés, beaucoup d'étudiants qui sont impliqués là, pour 4 profs, ça fait beaucoup d'employés, ça fait beaucoup d'étudiants et ça fait aussi surtout beaucoup de beaux projets de recherche, beaucoup d'opportunités de collaboration, puis de faire avancer la science dans différents domaines. Puis ce qui nous permet d'avoir un aussi bel essor, c'est qu'on a beaucoup de partenaires industriels. Puis juste pour clarifier, quand on parle de partenaires industriels, c'est pas Vidéotron vient nous voir pour faire une collecte qui dure 2 semaines, puis c'est tout. Nos partenaires s'engagent avec nous sur un horizon de 3 à 5 ans à financer la recherche. Donc, il y a une partie de l'argent qui va à financer nos étudiants. Donc, ils contribuent à l'avancement de la recherche, ils contribuent à la formation d'employés hautement qualifiés, qui souvent, par la suite, vont avoir l'opportunité d'aller travailler pour ces entreprises-là. Puis, nous, ce qui est le fun, c'est vraiment un cercle vertueux parce que les entreprises, eux, veulent aussi tester les nouvelles versions de leur site Web. Donc, on fait des tests utilisateurs pendant cette collaboration-là. Moi, par exemple, en tant que statisticien, ces collectes-là, ça me permet d'aller chercher un paquet de signaux neurophysiologiques. Donc, ça me permet de développer des nouveaux modèles, des nouveaux outils de visualisation, etc.
Donc, tout le monde y gagne. Mais ce qui est le fun, c'est ça. Là, ils ne sont pas tous là, mais on a une dizaine de partenaires, puis des partenaires importants, Desjardins, Vidéotron, CN, Sobase, Deloitte, Banque nationale, etc. Ça, par contre, quand je disais tantôt que des fois, s'impliquer là-dedans, c'est chronophage, il y a plusieurs de nos partenaires qui sont arrivés avec nous vers 2018-2019 sur un horizon de 5 ans. Puis là, c'était les différents axes de recherche étaient bien établis. Puis comme les années 2020, 2021, 2022, bien là, ça allait être le moment où on allait avoir le plus de données, puis que là, on allait pouvoir travailler davantage sur des outils, peut-être un peu plus d'intelligence artificielle, de big data. Par contre, dans notre demande en 2018, il y a un petit truc qu'on n'avait pas prévu, qui était la COVID, qui a amené des changements importants. C'est sûr que quand tu as un financement, c'est basé qu'on fait plusieurs collectes en laboratoire, puis que là, pendant un an, il n'y a plus personne dans le laboratoire, il n'y a plus personne à l'école. C'était tout un défi. Puis en toute honnêteté, en fait, ce que les employés du lab ont réussi à faire, c'est carrément époustouflant et je prends là-dedans absolument zéro mérite. C'est plus, comme je pense surtout à François Courtemanche, notre directeur de la R&D. Moi, j'étais quand même occupé à la maison avec mes 3 jeunes enfants confinés. Mais ce que François a réussi à faire pour nous permettre de vraiment de se retourner sur un dissous et modifier nos angles de recherche, c'était vraiment impressionnant. François, avec évidemment plusieurs collègues, a réussi à développer des outils qui nous ont permis de sortir du lab et de collecter des données neurophysiologiques chez les participants. Donc, il a créé ce qu'il a appelé la Blue Box, qui a tout été imprimé 3D, tout conçu au Tech 3 Lab, une petite boîte de 6 pouces par 6 pouces qui était livrée chez les participants et les participants installaient eux-mêmes les différents trucs qui permettaient d'aller chercher différents signaux neurophysiologiques. Et donc, on a pu faire des collectes à distance. Puis ça s'est fait sur quelques mois. Ce qui a été fait par nos employés, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça permet, on a par exemple l'assistante, ici, Juliane, à distance, soit du lab ou de chez elle, qui va aider le participant à installer lui-même le tout. Puis ça nous a permis assez rapidement de faire des collectes à distance. C'est sûr que ça a amené des changements parce que là, c'est plus les gens qui venaient au lab, on leur envoyait des boîtes avec des signaux neurophysiologiques un peu différents. Et là, les gens avaient la boîte pendant, on n'envoyait pas la boîte pour une collecte de 30 minutes. Donc, les gens, on a plus travaillé sur des collectes longitudinales où les gens pouvaient on pouvait collecter. Par exemple, les gens visitaient un site web, le lendemain, ils revisitaient le site web. Donc, ça nous permettait, par exemple, de pouvoir mesurer à quelle vitesse les gens sont capables de s'habituer à un site web, par exemple. Et là, ça nous mène maintenant qu'avec, on l'espère, la fin du confinement, bien là, on est vraiment capable beaucoup plus rapidement de commencer à faire des collectes plus complexes à l'extérieur du laboratoire. Donc là, par exemple, c'est une collecte pour notre partenaire Vidéotron où, évidemment, c'est avec des participants consentants. Ce n'est pas quelque chose qui est implémenté là-bas. Là. Donc on recrutait des participants, on installait les sensors, puis là, les gens pouvaient vivre l'expérience client, puis on avait accès à des signaux neurophysiologiques qui étaient transmis sans fil. Donc, la COVID, c'était tout un imprévu, mais ça a débouché sur un paquet d'opportunités. Puis je suis vraiment très fier et très impressionné de ce que notre équipe de recherche a réussi à faire. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'un statisticien peut faire là, dans des programmes de recherche multidisciplinaires comme ça. J'ai choisi juste 2 projets. J'en ai choisi 2 thèmes, disons, qui sont liés à différents projets de recherche pour montrer le type de contribution que je peux faire. Le premier, je vais vous montrer, c'est une expertise de notre laboratoire de recherche, c'est la triangulation des signaux. Les différents signaux dont je vous parle depuis tantôt, ça fait quelques décennies qu'ils sont utilisés, mais on a réalisé rapidement que
pas beaucoup de travail qui a été fait sur utiliser ces signaux-là en même temps. Donc, d'utiliser de miser sur la synergie entre l'oculomètre et les muscles faciaux, par exemple. Puis d'ailleurs, ça a amené là, en 2019 à un brevet sur les trucs qu'on a fait au lab, là, moi, François Courtemanche, Sylvain Sénécal, Pierre-Marc Léger et Élise, un paquet d'autres collaborateurs. Ça a amené à mon premier brevet avec eux. Je ne pensais jamais que mes études en stats allaient me mener à avoir un brevet à un moment donné. Mais bon, je trouve ça quand même le fun. Donc, juste pour vous montrer un exemple, je vais l'illustrer, la triangulation, ce qu'on peut faire avec ça, avec un outil de visualisation qui s'appelle le heatmap physiologique qu'on a développé au Tech3 Lab. Sobase est un de nos partenaires. Donc, l'oculométrie, ça fait longtemps que c'est utilisé. Puis ce qu'on fait avec l'oculométrie, c'est un outil de visualisation. Ça s'appelle le heatmap. Donc, un heatmap va nous dire, va mesurer la densité de la fixation oculaire. Donc, quand la personne regarde une page, qu'est-ce qui a été regardé sur la page? Et ici, on voit, bon, c'est une recette de frittata. Une des limites de l'oculomètre, c'est quand on regarde quelque chose comme ça, on a l'impression que dans le fond, que l'image n'est pas très importante, mais que la recette, les ingrédients, la méthode pour produire la dite frittata, ça occupe beaucoup plus d'importance. En fait, ça s'explique assez facilement, c'est qu'une image, ça vaut 1000 mots. Donc, l'œil va processer cette information-là beaucoup, beaucoup plus rapidement que du texte. Donc, il y a comme un genre de biais là, où l'oculométrie ne va pas jouer un très bon rôle pour mesurer vraiment qu'est-ce qui est important sur une page. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a développé une méthode pour croiser l'oculométrie avec l'émotion. Donc, on a croisé l'oculométrie avec, par exemple, les mouvements des muscles faciaux. Et là, on a regardé, OK, quand il y a une fixation, peut-être que la fixation ici n'est pas longue, mais si elle est associée avec une réaction émotionnelle forte, on va rajouter de l'importance à ça. Puis ça, ici, si c'était regardé longtemps, mais que la réaction émotionnelle était faible ou nulle, on va aussi l'adapter. Puis là, ce que nous, on a créé, c'est un outil de visualisation qui s'appelle le heatmap physiologique, où là, on voit maintenant là, que l'image prend plus d'importance, puis on est même aussi capable d'aller chercher une dimension, par exemple, émotion positive versus émotion négative. Puis là, donc, on voit que l'image prend plus d'importance sur l'évaluation qu'on doit faire du visionnement de cette page-là. Et on voit que l'image a généré une forte émotion positive, tandis que c'est plus mitigé au niveau de la méthode où les gens trouvent l'image appétissante, mais soit qu'ils regardent la méthode puis ils trouvent que c'est compliqué ou que finalement les ingrédients sont trop gras, etc., etc. Des fois, ces trucs-là ne sont pas conçus pour des pages dynamiques. Fait que des fois, on peut voir des émotions qui sont ici, mais c'est juste que probablement que il y a des gens qui ont cliqué sur l'onglet qui est là, puis l'émotion a été déclenchée par le menu déroulant ensuite. Donc, ça c'est vraiment le leader de ce projet-là, c'est mon collègue François Courtemanche, qui a un doctorat en informatique physiologique, mais j'étais un collaborateur important dans le développement de ces choses-là. C'est que l'idée, en fait, c'est qu'on reprend la page web, on la pixelise, on prend les pixels, on regarde où a eu des fixations. Puis là, on a tenté, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce que tu fixes un pixel en particulier qu'il n'y a pas aussi, tu n'es pas capable aussi d'assimiler là, ce qui est alentour de l'image. Donc, on a utilisé une loi normale bivariée centrée à l'endroit de la fixation. Puis donc, ce que cette loi-là va faire, c'est qu'elle va accorder plus d'importance, plus de poids à la partie de l'image qui est proche du centre, mais quand même accorder un poids résiduel. Et on a tronqué pour correspondre via des contraintes propres à la physiologie, donc qui est connu qu'un œil, quand il fixe, on est capable de voir de façon relativement claire tant de degrés, disons. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc pour chaque fixation,
on a utilisé un poids d'une loi normale bivariée et on a multiplié ça à la réaction émotionnelle. Donc, quand je montrais les images tantôt, à la valence positive. Si la valence positive était de 92 ben, c'était multiplié selon le poids. Puis donc, ce qu'on fait ensuite, c'est toutes ces valeurs-là, à chaque fois qu'on a une fixation, il y a un score qui est attribué à certains pixels. On additionne tous ces scores-là, puis après ça, on va tronquer à une certaine hauteur. Et c'est ce qui va nous donner, c'est la partie, disons, en haut du niveau de la mer qui va nous donner le heatmap neurophysiologique. Donc, ça, c'est le genre une des expertises qu'on a au Tech3 Lab. Là, on développe des outils d'analyse, de visualisation où on utilise à la fois plusieurs signaux neurophysiologiques. Et une autre difficulté liée à ça, qui n'est pas évidente a priori, c'est que tous ces signaux-là, notre corps ne réagit pas, il ne commence pas à réagir au même moment qu'on est exposé à un stimuli. Si vous rencontrez vous faites une marche en Gaspésie, vous rencontrez un ours polaire, c'est pas... oui, vos muscles faciaux vont réagir, votre activité cérébrale, votre rythme cardiaque va augmenter, votre sudation va sûrement augmenter aussi, mais ça ne va pas tout se passer en même temps. Il y en a un qui va prendre 0,1 seconde, l'autre va prendre 5 secondes. Donc, nous, quand il y a une fixation, on prend la réaction émotive, mais le problème, c'est quand il y a la fixation, la réaction émotive, elle arrive-tu une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes plus tard? Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus sur, bon, tout d'abord, quand on a un paquet de signaux neurophysiologiques, imaginez que, je ne sais pas, ça ressemble à un signal G, ça, supposons que c'est un signal de valence, et ça, ce sont des fixations dans le temps. Donc, une première partie, puis ça, je n'ai pas travaillé là-dessus, c'était François Courtemanche, il faut synchroniser tous ces signaux-là. Puis après ça, pour chaque fixation, il faut estimer une certaine durée et surtout une certaine latence liée. Donc, quand il y a une fixation ici, ben, peut-être que ce signal-là va réagir rapidement, ce signal-là va réagir moins rapidement. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus pour trouver ces coefficients-là. Et il n'y a pas beaucoup de chercheurs là, dans le monde qui, à ce moment-là, avaient fait ces choses-là. Puis ça amène un paquet de différents projets de recherche. Par exemple, tu sais, là, nous, on va dire, OK, ce signal-là, on utilise une latence de 2 secondes, ce signal-là, une latence d'une demi-seconde. Mais là, on se rend compte de plus en plus que c'est pas des constants. Ben, on s'en doutait, là, je veux dire, ce ne sont pas des constantes qui sont pareilles pour tous. Puis peut-être qu'une femme de 22 ans ne va pas avoir la même latence pour la dilatation de la pupille qu'un homme de 53 ans. Donc, on travaille là-dessus à utiliser des variables sociodémographiques pour adapter les coefficients d'une personne à l'autre. Puis, des fois, ça mène à des projets complètement différents, mais je voulais juste vous montrer là, que des fois, on est parti du heatmap neurophysiologique, puis on a fait un projet en partenariat avec la Ronde, où là, justement, on utilisait des mesures GPS et des senseurs, là, les petites boîtes que je vous ai montrées tantôt, où les gens allaient faire différents manèges à la Ronde. Puis là, l'idée, c'était d'avoir une carte qui allait mesurer le niveau d'excitation d'arousal selon différents manèges sur le site de la Ronde. Donc, ça, c'est vraiment préliminaire, mais ce qui est drôle ici, c'est qu'on a repris carrément les mêmes outils que pour nos heatmaps neurophysiologiques, mais on a remplacé un pixel par une coordonnée GPS. Puis, tu sais, vous voyez, par exemple, ici, les 2 cartes, ça, c'est ceux qui ne vont pas souvent à la Ronde versus ceux qui vont souvent à la Ronde. Fait qu'on peut voir que les visiteurs occasionnels vont avoir des réactions, un arousal plus élevé là, lors de différents manèges. Là, c'était juste sur les manèges, mais on a aussi les cartes où là, on focus sur les files d'attente, etc. Donc, ça, c'est un exemple. Je vais te donner un deuxième exemple là, avant de conclure là, sur mes réflexions sur être un statisticien qui travaille dans d'autres domaines.
Mais ça, j'aime cet exemple-là, c'est que ça montre un peu le genre de contribution qu'un statisticien peut faire quand il est impliqué dans un domaine hors des statistiques. C'est que là, je vous présente 3 slides que j'ai repris directement d'une conférence que j'avais donnée. C'était la première fois que je donnais une conférence, non pas à des statisticiens, mais à des gens en neuro-IS, donc un congrès de plus de neurosciences. Et là, je leur montrais que les méthodes statistiques utilisées dans leur domaine ne sont pas appropriées. Donc, c'est que quand on collecte de la donnée EEG, c'est excessivement riche, la donnée EEG. C'est samplé, c'est collecté à 256 Hz. Pour chacune des électrodes, on a 256 mesures à la seconde. Et donc, je leur montrais que, tu sais, quand on a, laissons faire les détails, là, mais tu sais, quand on a un certain nombre de sujets, puis que là, on fait différents essais dans une collecte, bien là, je leur illustrais qu'on avait 10 millions de data points disponibles. Puis la façon de procéder dans ce domaine-là, dans les articles, à ce moment-là, c'était on prend le signal EEG, on le transforme avec une transformée rapide de Fourier, une transformation rapide de Fourier. On va chercher la bande alpha. Là, pour chaque trial, pour chaque essai, on a une valeur alpha. On agrège ces valeurs-là. Puis là, pour chaque sujet, on a une valeur agrégée de alpha qu'on compare. Puis là, je leur montrais, écoutez, vous avez 10 millions de data points. Puis moi, quand vient le temps d'utiliser les méthodes statistiques pour ce type de problème-là, ben, j'ai 22 data points. La perte d'information est énorme. Donc, vraiment, cette partie-là de ma présentation, c'était, j'amenais absolument rien de nouveau. Je ne contribuais pas à l'avancement de la statistique. C'était plus pédagogique. Je leur montrais, il existe des méthodes en stats beaucoup plus efficaces où il y a beaucoup moins de perte d'information. Il faudrait vraiment que vos revues de pointe commencent à s'adapter à ça. Puis, je leur faisais un exemple. Encore une fois, pas besoin de lire les détails ici, mais juste pour dire que on avait fait une collecte au lab, puis vraiment là, pour tester un manipulation check. Là. Donc, quelque chose, c'est le gros bon sens te dit que tu dois avoir une différence entre les deux. Puis là, quand j'utilisais leur méthode, étant donné que la taille échantillonnale n'était pas énorme, on n'arrivait pas à avoir une différence significative. En agrégeant, donc en perdant beaucoup d'informations, on avait une valeur P de 22 %. Puis là, je leur montrais, il existe des méthodes qu'on utilise en stats depuis 20 ans ou en utilisant une structure de corrélation AR1, bien, la p-value a passé de 22 % à 0,3 %. Et donc, je montrais qu'il y avait une perte d'information énorme. Donc, vous voyez, souvent, c'est ce qui arrive, c'est quand on commence à collaborer dans d'autres domaines, au début, notre contribution est plus d'ordre pédagogique parce qu'on va montrer qu'il existe des méthodes stats qui sont plus appropriées. Puis là, par la suite, bien là, à force de faire des projets là-dedans, encore une fois, là, pas besoin de regarder la slide en profondeur, mais juste de dire qu'avec 2 étudiants présentement, bien là, au lieu d'utiliser des méthodes avec des transformés rapides de Fourier, bien là, on tente de modéliser explicitement le signal EEG pour donc perdre le moins d'informations possible. Puis là, on travaille sur, OK, quelle serait la meilleure façon de le modéliser. Donc là, on commence à avoir des contributions qui se rapprochent plus oui, des choses qui pourraient être publiées dans leur domaine, mais aussi qui pourraient être publiées dans des revues de statistiques. Donc, ça, c'était des exemples de projets sur ce que je fais. En terminant, juste prendre peut-être 5-10 minutes sur une réflexion sur la recherche en stats appliquées, ce que j'ai appris au cours des dernières années. Tout d'abord, je dois faire un constat que même moi, avant de m'impliquer là-dedans, je regardais ça un peu de haut. Tu sais, pour moi, je trouvais que des fois, des statisticiens qui travaillent dans d'autres domaines, ils arrivaient à la fin du projet de recherche, les données étaient collectées, puis ils faisaient un t-test, puis ils trouvaient une façon de se ramasser pour être co-auteur. J'étais dans le champ. Il y en a peut-être qui font ça, mais ce qu'on peut faire, je considère que les statisticiens peuvent faire dans les autres domaines, c'est tellement important. Il faut qu'il y ait plus de monde qui fasse ça. C'est que là, la clé, c'est de s'impliquer dès le début. Puis maintenant, c'est ce que je fais en ayant créé des liens, en connaissant les différents domaines. Maintenant, je ne suis plus la personne qui arrive à la fin puis qui fait la NOVA. Je suis impliqué dès le jour 1.
La semaine passée, on avait un meeting, c'était le premier meeting qu'on avait sur un projet de recherche. J'étais avec 4 collègues en marketing et on a discuté de, OK, quel genre d'hypothèse de recherche on pourrait faire, comment on pourrait mesurer les différentes variables, quel genre de design, quel plan d'échantillonnage. Puis sincèrement, ma contribution était aussi importante que celle des autres collègues qui étaient là. Je faisais, je n'étais pas accessoire, je n'étais pas satellite, j'étais impliqué dans la réunion. Puis c'est drôle parce que c'est beaucoup plus dur à quantifier. Mais moi, je le vois maintenant, je suis impliqué dans les projets dès le début. Puis nous, avec notre logique quantitative, on peut aider beaucoup dans les autres domaines, avoir des meilleures hypothèses, des meilleures métriques, des meilleurs designs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au bout du compte, comme je suis impliqué dès le début, bien, c'est rare qu'on se ramasse avec des designs super compliqués puis qu'on ait besoin de faire des analyses super compliquées. Fait que quand on s'implique à la fin, souvent, la valeur, la contribution du papier est moins forte. On n'a pas contribué à valoriser le papier, mais on se ramasse à faire des ANOVA. Puis quand on est impliqué dès le début, bien, au bout du compte aussi, on fait des ANOVA. C'est juste que notre contribution n'est pas à la méthode d'analyse, notre contribution, elle se mesure tout le long du processus. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que en plus de contribuer à la recherche, bien, ça amène aussi une contribution de nature pédagogique. Puis je vais y revenir dans 2 minutes avec les co-auteurs, les étudiants, les domaines, les revues, etc. Les arbitres, ça c'est une autre histoire, là, parce que des fois, ça amène à des choses. Disons que tu arrives dans un domaine, puis là, toi, tu veux les convaincre qu'il y a une nouvelle méthode plus poussée, plus complexe, mais tellement plus efficace. Puis là, tu l'utilises dans l'article. Puis là, les arbitres qui ne sont pas des statisticiens vont te dire, pourquoi faire cette méthode-là? Un t-test, c'est bien mieux. Puis même, ils vont penser que tu as fait la méthode compliquée parce que le t-test ne marchait pas. Donc, il y a vraiment un exercice pédagogique dans la réponse à l'arbitre, de ne pas faire aveuglément ce que l'arbitre demande, mais plutôt de dire, en fait, oui, j'aurais pu faire le t-test, ça aurait marché aussi, mais voici pourquoi on a fait ça, parce que cette méthode-là, elle est mieux. Donc, ça amène des fois des discussions assez intéressantes avec les arbitres. Puis des fois, c'est drôle, je manque un peu de temps, là, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails techniques, là, mais des fois, ça arrive où ils disent mais là, ce que tu as fait, c'est inapproprié pour telle raison. Puis finalement, la raison qui amène, ici, la personne avait dit, tu as utilisé un test non paramétrique, mais tu n'as jamais testé si tes données étaient non paramétriques. Si quelqu'un un jour est capable de me dire ce que ça veut dire une donnée non paramétrique, j'aimerais vraiment le savoir. J'avais envie d'y répondre. J'ai passé à travers le fichier de données, puis c'est juste des chiffres. J'ai vu aucune lettre directe, donc je te confirme que mes données sont non paramétriques. Donc, des fois, les referees nous insultent, mais par la bande, c'est plutôt, ils se couvrent un peu de ridicule sans trop le savoir finalement. Puis, il me reste juste deux slides. Vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment, je suis tombé en amour avec la multidisciplinarité en faisant ça. Je trouve ça excessivement gratifiant. Au Lab, on a une 50aine de projets de recherche par année. Puis ce que j'aime, c'est qu'on est 8 chercheurs à temps plein. Il y a des profs, des professionnels de recherche, et les 8, on a 8 doctorats dans des domaines différents. Puis ça fait que des fois, on fait des articles, on est 5 auteurs. Les 5, on a des spécialisations différentes, puis tu enlèves un des 5 auteurs, puis le papier n'existe pas. Je trouve ça vraiment cool. Puis au-delà du nombre de publications, je vous dirais personnellement, là, je me vante un peu, là, mais la métrique pour laquelle je suis plus fier, c'est que depuis que je suis impliqué au Tech 3 Lab, j'ai compté que j'ai une centaine de co-auteurs différents. C'est ça que je trouve vraiment cool. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir partager mes connaissances, contribuer au niveau pédagogique, faire du rayonnement, contribuer à la recherche dans d'autres domaines avec un paquet de co-auteurs différents. Je trouve ça vraiment cool. Mais je veux quand même pas terminer en disant que c'est que du positif. Là. Il y a quand même, comme je disais tantôt, gérer un laboratoire avec une dizaine d'employés à temps plein, une dizaine d'employés à temps partiel. Et parenthèse, là, je suis co-directeur, là, mais je veux vraiment préciser que sur l'aspect gestion, Pierre Majoric-Léger, Sylvain Sénécal en font beaucoup, beaucoup plus que moi là-dedans. Mais
moi, j'en fais moins qu'eux, puis moi, je trouve ça chronophage. Donc, eux, je peux à peine imaginer. C'est fou, là. Les RH, là, gérer des employés, des étudiants, gérer des partenaires industriels, ça prend des heures dans une semaine. Et en terminant, je vois là que j'approche de 11h50, je vais terminer avec 2 constats graves sur l'utilisation des statistiques dans d'autres domaines. Puis là, je parle, oui, j'ai constaté ça en travaillant avec 3 Labs, mais aussi dans d'autres projets de collaboration. Il y a des erreurs graves dans les revues scientifiques, là. J'ai vu là, des résultats complètement erronés dans des revues A+, dans différents domaines. Il faut qu'il y ait plus évidemment des erreurs au niveau de l'analyse des données ou des tests utilisés. Il faut qu'il y ait plus de statisticiens comme co-auteurs. Il faut qu'il y ait plus de statisticiens comme referee. J'ai vu des choses dans des bonnes revues qui sont carrément inacceptable. Des fois, c'est complètement l'inverse. Quelqu'un qui pense qu'il modélise la durée de vie, mais dans le fond, il modélise le risque de mourir. Puis là, tous les effets de toutes ces variables sont complètement inversés. Puis ça a été publié. Donc, il y a beaucoup d'erreurs graves dans les revues scientifiques. Il faut faire quelque chose avec ça. Et un autre fléau, puis là, sincèrement, pour ce fléau-là, je ne mets pas vraiment le blâme sur les gens dans les autres domaines. Pour l'instant, je pense que les statisticiens, on a vraiment un examen de conscience à faire. Le phénomène du phishing for p-values, il faut plus l'enseigner dans nos cours. Oui, on l'enseigne, mais c'est que maintenant, les gens dans d'autres domaines sont capables de rouler les modèles par eux-mêmes et ils vont faire du phishing for p-values sans nécessairement se rendre compte à quel point c'est erroné de faire ça. Donc, ce que je veux dire par phishing for p-values, quelqu'un là, qui n'a aucune mauvaise intention, là, il s'intéresse à quelque chose, il veut comparer 2 groupes, il utilise une variable dépendante, il ne voit pas de différence entre les 2 groupes. Il se dit, ben oui, il y a cette facette-là, mais j'ai aussi ces autres variables dépendantes-là qui pourraient être intéressantes. Fait qu'il dit, OK, ben, au niveau de l'utilisabilité, je n'ai pas vu de différence. Mais là, je vais tester au niveau du cognitive load. Je vais tester au niveau de telle affaire. Puis là, si la personne se ramasse à faire 12, 13 tests, puis là, bingo, la 12e variable, il y a un effet significatif. Et les tests de stats sont construits que si tu fais une vingtaine de tests sur des choses qui n'ont pas d'effet, tu en as 1 sur 20 qui va sortir significatif. Donc, il ne faut pas faire ça. Puis, on a vraiment, on a beaucoup à faire, les profs de stats et les institutions, pour diminuer ça. J'en parlais avec un collègue la semaine passée qui disait que j'étais complètement fou, mais moi, je pense qu'un jour, il va falloir que nos comités d'éthique qui sont là pour approuver les collectes de données, il va falloir que les comités d'éthique, un jour, approuvent aussi les hypothèses de recherche, puis de dire, ben, puis il y a des domaines où c'est fait, là, en médecine, ils le font, puis il faut que nous aussi, on commence à le faire dans d'autres domaines. Si tu prévois faire une collecte de données dans un projet en comptabilité, ben, avec ta collecte de données, tu mentionnes ma variable dépendante va être mesurée comme ça, mes variables de contrôle, ça va être ceux-là, puis je vais faire ce test-là. Puis là, si c'est enregistré avant la collecte auprès du comité d'éthique, bien après ça, quand tu présentes tes résultats dans la revue scientifique, là, on sait qu'il n'y a pas eu de phishing pour la p-value. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important qui doit être fait. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter en mode synchrone pour ceux qui étaient là, puis en mode asynchrone pour ceux qui visionneront ça par la suite. Je ne sais pas si j'ai des collègues présents qui ont des questions.